Alors, je vous l'ai dit, on va, à partir d'aujourd'hui, le jeudi, recevoir Caroline Alix. Alors, Caroline Alix, bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être avec nous. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas encore. Il faudrait peut-être dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la vie en général avant d'arriver dans cette chronique. Alors oui, je ne suis pas en Guadeloupe depuis très longtemps. Ça fait qu'1 an que je suis en Guadeloupe. Je suis diplômée de criminologie et de médiation. Et je suis avocate depuis plus de 20 ans. Présidente récemment de l'association AMAC qui réunit des avocats médiateurs en Guadeloupe. Oui. Voilà. Alors j'ai quitté la Bretagne pour m'installer en Guadeloupe parce que c'est une île chaleureuse par son soleil et surtout sa culture humaniste. Et ça a été vraiment dans cette philosophie que j'ai toujours voulu exercer mon activité et faire mes choix de vie. Et j'ai donc créé une société de gestion amiable des conflits qui s'appelle Human's Place, qui a édité un ouvrage, L'Art de la paix, qui est en vente libre à la Librairie Générale à Jarry. Alors dans ce livre, j'expose une vingtaine d'histoires vraies de 5 pages qui permet de transmettre des clés au grand public pour pouvoir faire face à ce genre de problématique qu'est la violence à la maison ou au travail, sans forcément avoir à subir les affres d'une expérience judiciaire parfois douloureuse. Donc pour se préparer et pour réagir intelligemment dans ces situations-là, eh bien, à travers ces 20 histoires, j'explique comment protéger sa dignité, comment réunir des pièces importantes pour préparer son procès et surtout comment prendre du recul avec ses émotions. Ça s'appelle L'Art de la paix. C'est en vente. C'est encore disponible, cet ouvrage? Oui, c'est encore disponible. Alors, il faut le voir. Et donc, la première chronique aujourd'hui, ce sera sur les violences conjugales. Alors, pourquoi les violences conjugales? Les violences conjugales, parce que c'est l'un des sujets qui permet le mieux d'appréhender les outils de développement personnel que j'essaye d'utiliser pour accompagner tant les justiciables que les personnes qui vivent des situations de crise. Le problème des violences conjugales, c'est que il y a des phénomènes très destructeurs qui impliquent une réaction très rapide. Pour accompagner ces gens-là, il faut aller très vite, il faut qu'ils sortent très vite de leurs problématiques. Et malheureusement, des consultations parfois chez les psychologues, ça prend beaucoup de temps pour élaborer du sens et ça ne va pas assez vite. Nous, les avocats, j'ai remarqué qu'on était plus concentrés sur l'aspect juridique oui, de la situation humaine, alors qu'on est face à des gens complètement anéantis, démunis, qui ne peuvent plus fonctionner et qui ont beaucoup de mal à réunir les documents qu'on leur demande et même à comprendre les portes de sortie. Donc avant d'aborder l'aspect juridique, il faut retrouver de l'équilibre, de l'homéostasie, une espèce de sérénité, un calme. Sinon, on ne peut pas travailler avec ces gens-là. Voilà. Alors, dans cet ouvrage, il y a plusieurs cas. Il y a le cas de Sophie qui illustre bien les pièges de l'emprise dans les couples. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Caroline, de quoi il s'agit exactement, ce cas de Sophie et l'emprise qu'elle subit? Alors, à travers ces 20 histoires, malheureusement, j'ai souhaité aborder des cas les plus courants. Oui. Les plus courants, peut-être les moins dramatiques, mais les plus courants. Et pour autant, le cas de Sophie, il conjugue violence psychologique et violence physique au point que cette femme est arrivée chez moi en me confessant qu'elle était au bord du suicide et qu'elle avait fait demi-tour au bord de la rivière en bas de son terrain. Le problème des femmes qui subissent des violences intrafamiliales ou conjugales, c'est qu'elles sont motivées par un seul désir, c'est protéger leurs enfants. Et malheureusement, elles s'inscrivent dans des relations de dépendance affective et économique qui font le jeu de l'agresseur et qui font le jeu de l'emprise. Comprendre qu'on va mieux protéger son enfant en dehors d'un milieu toxique qu'à l'intérieur, voilà, c'est déjà un grand pas. Donc la problématique des violences conjugales commence par un rapport affectif et symbolique. Il faut faire le deuil du foyer, avec un papa, une maman. Et bien souvent, les personnes qui restent et qui ont peur de partir, c'est parce qu'elles préfèrent protéger l'enfant et le cadre, le foyer de l'enfant, plus qu'elles-mêmes. Voilà. Et ça fait partie des dépendances affectives et économiques qui font le lit de la problématique. Alors, ça, c'est pour ce qui est de l'aspect affectif du problème des violences conjugales. Mais il y a un autre aspect. Et puis après, j'aimerais vous alerter sur un danger avec des erreurs d'interprétation qui sont souvent commises sur le terrain et catastrophiques et irréversibles. Sur le plan juridique, il faut bien comprendre qu'il y a
le texte est très court. Le texte en droit pénal est très court. C'est l'article 222-13 du Code pénal qui punit les violences aggravées, c'est-à-dire sur des personnes vulnérables, c'est-à-dire dans le foyer, à cause de la dimension affective justement qu'il y a dans le foyer. Cet article, il est très lapidaire et ne fait appel qu'à une seule notion juridique qui est en plus médicale, c'est l'incapacité de travail. Oui, voilà. L'ITT. L'ITT, voilà. Et trop de femmes vont à la gendarmerie alors qu'elles sont encore pleines de bleu ou pas encore cicatrisées pour avoir réparation et justice, mais elles se présentent sans le certificat médical qui va prescrire cette ITT, et donc, sur un plan purement pénal, eh bien, les autorités de police sont obligées de constater que l'infraction n'est pas caractérisée parce qu'il n'y a pas la preuve. Alors, il faut nécessairement un certificat médical. Malheureusement, le Code pénal oblige. Oui. Donc, c'est particulièrement douloureux pour toutes ces femmes de faire demi-tour en disant, bon, ben alors maintenant, je vais devoir prendre rendez-vous chez le médecin qui n'est pas toujours disponible. Oui. Il accepte de l'accueillir plus ou moins rapidement. Ça peut être le lendemain, le surlendemain. Elle est éprouvée, elle est choquée. Il faut sortir, il faut retourner avec le papier en se disant, mais qu'est-ce qui va m'arriver cette fois-ci? Donc, ce que je veux, c'est alerter sur les violences conjugales, sur le fait que le premier réflexe à avoir, c'est pas la police, c'est pas la gendarmerie, c'est le médecin, c'est le docteur. C'est le docteur. Alors, il y a une autre problématique avec cette ITT, c'est que les barèmes sont pas clairs. C'est au bon vouloir du médecin qui va vous recevoir. Oui, c'est 4 jours, 5 jours, 8 jours, etc. Voilà, au-delà de 8 jours ou égal à 8 jours, en droit pénal, ça veut dire quelque chose. Et les sanctions sont encore plus lourdes quand c'est plus de 8 jours. Donc, le médecin a une responsabilité de départ énorme vis-à-vis de son patient, dont il ne mesure pas toujours l'importance parce que le médecin, lui, n'a pas le suivi de l'histoire derrière, devant le tribunal. Sauf que l'histoire de cette personne qui a été esquintée et blessée, atteinte dans son intégrité physique et morale, elle est conditionnée sur un plan judiciaire à ce papier et à la qualité de ce papier. Alors, il y a quand même le côté toxique et puis il y a le côté pervers dans ce genre de situation. Alors, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est sensibiliser le public sur le fait que c'est pas la même chose d'être face à un triangle dramatique et face à une personnalité perverse. Je m'explique. Oui. La relation peut devenir dramatique lorsque quelqu'un soit se victimise, soit agresse l'autre, et ça plonge tout le système familial dans des tensions, de peur, de tristesse, où finalement, même l'agresseur devient la victime, et les enfants vont devenir les sauveurs, finalement, de papa ou de maman. Ce que je veux, c'est alerter les femmes qui sont victimes de violences sur 2 problématiques distinctes. Il y a le triangle dramatique de Karpman, qui est un processus toxique, relationnel, très courant, très classique, sur lequel on peut agir en agissant sur la posture victimaire pour en sortir et rester dans une relation mature et responsable. Et il y a la problématique perverse qui, elle, consiste à atteindre la dignité d'une personne et à l'empêcher de trouver son épanouissement pour esquinter sa confiance en elle. Et ce sont 2 choses différentes. J'ai vu trop de femmes projeter sur leur mari, sur leur conjoint, des situations de profil pervers, alors qu'en réalité, c'était juste un triangle dramatique qui se jouait et que les parties de la famille, les membres de la famille n'arrivaient pas à contenir ou à gérer. Et ça, c'est un beau gâchis parce que dans la problématique perverse, on ne se parle plus. On ne peut plus se parler, sinon on est en danger. Alors, il y a un autre cas, là on a vu le cas de Sophie, le cas de Christophe, ce que vous appelez dans votre ouvrage la mort symbolique du père. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, je voulais aborder avec vous aujourd'hui une notion qui est très courante en pratique et très peu véhiculée sur le plan juridique et médical. Ça s'appelle l'aliénation parentale. Oui. C'est-à-dire que oui, dans nos familles, il y a des hommes agressifs physiquement qui ne contrôlent pas toujours leur colère ou psychologiquement, parce qu'on est dans des situations de dépendance affective ou économique. Mais il y a aussi des femmes qui vont un peu s'emparer symboliquement de l'affection de leur enfant et utiliser leurs enfants sans s'en rendre compte, en projetant sur le père une image diabolisée, au point que l'enfant va adhérer. Et je veux dire, il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Je veux que dans mon discours, il y ait un équilibre parfait
entre les problématiques, soit des femmes, soit des hommes, au sein des couples. Il y a aussi des femmes, il ne faut pas se voiler la face, qui ont l'art de transmettre à leurs enfants une image diabolisée du papa, auquel l'enfant va finir par adhérer. Et ça, c'est catastrophique pour sa construction. Et il y a très peu de moyens de réagir contre ça. Et les papas sont souvent très dépourvus juridiquement. Pourquoi? Parce que dans l'intrafamilial, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de preuves. Et c'est la clé de voûte d'un procès et du fonctionnement judiciaire. Donc ce sont des zones d'ombre dans lesquelles il y a du secret. Et dès qu'il y a du secret, le système judiciaire est impuissant à faire respecter la loi et à injecter de la justice et de la justesse dans les relations. Alors, je vais vous poser la question, Caroline. À ce moment-là, comment vous intervenez en tant que médiatrice? Alors, avant tout procès, avant tout arsenal juridique. Alors, cette question de la médiation, elle est particulièrement utile, Danick, là où vous la posez, parce qu'elle est interdite en cas de violence. Ah. Pourquoi? Parce que il ne faut pas que l'auteur instrumentalise le médiateur pour imposer à l'autre des conditions de rupture inadmissibles ou particulières. Donc on contre-indique la médiation dans les cas des violences conjugales. Par contre, avant d'en arriver au coup et aux violences, la médiation peut être utile pour aider la personne à partir avant l'irréparable. À prendre conscience de sa participation. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le cas malheureusement. Mais non, mais c'est ce qu'il faudrait faire, et c'est avoir le courage de quitter ses dépendances pour prendre de l'autonomie financière et affective en amont. Alors, il y a une autre question que je veux poser, c'est ce qu'on appelle la fiction probatoire. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est bien ça dont je parle, c'est-à-dire que dans tous les milieux où il y a du secret, que ce soit au travail ou dans la famille, il n'y a pas de preuve de ce qui s'y passe et de ce qui s'y joue. Or, un procès devant le juge, le dossier, il est fondé que sur des pièces et des preuves extérieures au discours de la personne. C'est-à-dire qu'un juge va considérer comme véritable tout ce qui ne vient pas de la personne concernée. Et donc, dans ces espaces d'ombre où il y a beaucoup de secrets, eh bien, tout est possible et c'est la loi du plus fort qui revient. Donc, comment gérer ces zones d'ombre? Justement, c'est ça. Et ces angles morts. Voilà, c'est un petit peu ce que je vais vous expliquer au fil du temps, à travers ces 20 cas de 5 pages où je dynamise des outils qui sont le triangle dramatique de Cartman, compilé au soleil narcissique. Je l'appelle le soleil narcissique parce que c'est une manière de schématiser comment quelqu'un va porter atteinte à votre dignité en tant qu'être humain. Et vous faire perdre toute confiance en vous. Donc, comment réagir par rapport à ça? Et enfin, peut-être prendre conscience des besoins dans lesquels on est, qui est plus un besoin de paix, de sérénité et de calme que d'assistance de son partenaire. D'accord. Et je pense qu'il y a on est le 23 aujourd'hui? 22? On est le 22 aujourd'hui ou le 23? 23. Donc ce soir, il y a quelque chose? Alors oui, ce soir à la Librairie Générale, je vous propose de parler du harcèlement moral au travail dans le cadre d'une conférence, où vous pourrez me poser des questions en direct. Et ce sera le thème de la prochaine chronique avec toi, Danick, le harcèlement moral au travail. Merci, Caroline. Et puis, on se retrouve jeudi prochain. Alors, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'était le carnaval, bien sûr. Vous avez vu un petit peu le carnaval? Oui, c'est formidable. Vous étiez où, à Pointe-à-Pitre ou à Basse-Terre? À Basse-Terre. À Basse-Terre, c'était super, Basse-Terre. Extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Bon, je voulais entendre dire.